dans moins d'une demi-heure. Frédéric Rosier est en ligne avec nous. Frédéric Rosier, conseiller en investissement chez Mescart Gestion Privée. Bonjour Frédéric. Bonjour. Commentaire sur deux valeurs en particulier. Alors Antoine nous a parlé à l'instant de Rémy Cointreau. On commence avec Danone qui a connu un beau retournement de situation. Oui. Alors c'est vrai qu'on a une publication qui est correcte. Elle n'est pas emballante, mais elle est correcte. On a une croissance, une croissance en comparable de plus de 3,2%, avec un effet change quand même qui est plutôt négatif. On le sait, Danone est un groupe international donc qui a souffert de son exposition à la fois en Amérique latine, en Asie également et sur la livre. Donc on a des résultats qui sont quand même assez mitigés sur ce point de vue. Ça reste quand même une croissance robuste, on le voit. D'ailleurs, la société confirme ses objectifs de croissance annuelle. Voilà, mais le marché commence à douter un petit peu sur le potentiel de hausse de la valeur. On le voit, malgré cette publication correcte, on voit que le titre a du mal à progresser et bascule même au moment où on se parle dans le rouge. Absolument, une même en très légère baisse. On va dire inchangé, le titre Danone à 63 €. 78, Rémy Cointreau, là c'est une belle histoire, un plus forte hausse du SRD, me semble-t-il, Rémy Cointreau, grâce à la Chine. Oui, Antoine l'a bien signalé. C'est vraiment un changement d'orientation sur ce titre qui a souffert alors plusieurs facteurs. Il y a l'effet effectivement stockage en Asie, un effet de stockage relativement important. Les lois anticorruption également qui ont pesé sur ce titre. Et là, on retrouve de la croissance. Alors, on retrouve sur deux marchés forts pour Rémy Cointreau. On le sait, le cognac est une boisson qui est excessivement bien vendue en Asie, mais également aux États-Unis. Donc, on retrouve de la croissance sur ces deux marchés forts pour Rémy Cointreau, avec une bonne résilience malgré tout en Europe. On le voit, c'est un titre qui avait énormément souffert avec ses différents profit warnings, notamment suite à ces lois anticorruption en Chine, et on repart de l'avant, et entraînant d'ailleurs l'ensemble du secteur. On voit notamment Pernod Ricard suivre la cadence, puisqu'elle progresse de quasiment 2%. Merci beaucoup Frédéric Rosier. Frédéric, on vous retrouve tout au long de cette émission et vous accompagnez notamment la clôture de une heure d'Intégral Bourse en notre compagnie. C'est le Club de la Bourse qui commence maintenant avec nos deux invités. Nuno Teixeira, bonjour. Directeur des solutions institutionnelles et réseaux chez Natixis AM, et Xavier Patrolin. Bonjour Xavier. Bonjour Vincent. Président d'Albatros Capital. Nous débattrons tous ensemble des grands sujets qui animent les marchés en ce moment. Sans plus tarder, on va à la Bourse de Paris voir ce qui s'y passe, et c'est une belle hausse que l'on a aujourd'hui. 1,33%, 4509. Frédéric Rosier est toujours en ligne avec nous. Rebonjour Frédéric, conseiller en investissement chez Mescart Gestion Privée. Le palmarès des plus fortes hausses n'a absolument pas changé depuis une heure ou deux. On a toujours Capgemini, Lafarge-Holcim, Société Générale. Finalement, il se passe pas grand-chose. C'est la hausse, mais il ne se passe pas grand-chose en fait. Oui, grosso modo depuis midi, on est au même point. On travaille sur 10 points. On est aux alentours de 4500 points, sans réellement franchir des seuils techniques à la hausse. Alors il y a beaucoup de raisons techniques sur les mouvements, et notamment il se passe des choses quand même sur les SS2I. Sur Capgemini, on a une hausse qui est très artificielle, mais qui est due notamment à un remboursement d'une obligation remboursable en actions. Donc il y a un facteur technique, tout simplement. Les investisseurs sont porteurs de l'obligation remboursable et ont vendu à découvert l'action. Ça crée un énorme trou d'air, et là ils sont en train de se racheter. Donc ça explique cette hausse très forte. C'est une valeur qui a beaucoup souffert ces derniers jours. Tout à fait. Alors, souffert notamment d'un warning d'Infosys, et on peut parler d'Infosys puisqu'il y a eu un article qui a été publié dans la presse indienne tout à l'heure concernant les velléités d'Infosys de continuer son expansion, et notamment en France, d'acquérir des acteurs notamment de SS2I françaises. Donc on risque d'avoir quand même un sujet assez important. On le sait, c'est un secteur sur lequel il y a eu beaucoup de concentration ces derniers temps, mais visiblement c'est pas fini. Bien, Frédéric Rosier, vous restez avec nous pour le restant de ce Club de la Bourse dans Intégral Bourse, 17h02. On retrouve Sabrina au Nasdaq Market Site. Sabrina, c'est stationnaire par rapport à tout à l'heure. Je disais on s'essouffle, mais finalement voilà, on maintient une hausse de 0,5% sur le Dow Jones.
18 173 points sur l'indice, effectivement, avec un S&P 500 qui de son côté prend 0,6% et un indice Nasdaq en hausse de tout juste 1%. Ça va un tout petit peu mieux donc qu'il y a une demi-heure sur les indices américains. On accélère légèrement les gains. Une séance chargée. On a eu les chiffres de l'inflation. L'indice des prix à la conso en hausse de 0,3% sur le mois de septembre. L'indice de base qui est regardé par la Réserve fédérale américaine affiche une hausse de 0,1%, un petit peu moins marquée que sur le mois précédent. Mais ce sont surtout les résultats d'entreprise qui retiennent l'attention des opérateurs avec de bonnes nouvelles encore, notamment dans le compartiment bancaire avec Goldman Sachs qui prend 1,8% suite à une forte hausse de ses progressions de ses résultats sur le trimestre écoulé dans le sillage de la bonne performance de ses activités de trading, des chiffres supérieurs aux attentes. Le titre Goldman Sachs à 172 $ pratiquement. Johnson & Johnson a également publié ses chiffres, des données supérieures aux attentes. Un titre qui n'en profite pas, on perd 2%. Dans la santé, c'est United Health qui prend 7% suite à ses résultats supérieurs aux attentes avec des prévisions qui ont été rehaussées. Et puis Netflix, surtout, le carton du jour, plus 20% pratiquement pour le titre Netflix suite à des résultats nettement au-dessus des attentes avec le nombre de nouveaux inscrits, de nouveaux abonnés qui est ressorti nettement au-dessus du consensus. Le titre en profite largement avec plusieurs bureaux d'études qui ont relevé leur recours sur la valeur. Le titre Netflix à 118,82 $. Et puis ce soir, on aura Yahoo et Intel qui, en attendant, affichent de belles progressions dans un marché donc qui accélère légèrement ses gains, plus 0,5%. Vincent, sur l'indice Dow Jones à 18 172 points. Merci Sabrina Quagliozzi en direct du Nasdaq Market Site. On vous retrouve tout à l'heure à 17h30 pour un nouveau point. BFM Business, c'est aussi à la radio dans les grandes villes de France. Pour connaître les fréquences de BFM Business Radio, connectez-vous sur BFM Business. Un CAC 40 en hausse de 1,31%, le CAC à 4508, Frédéric Rosier. On le disait tout à l'heure, la hiérarchie des plus fortes hausses n'a absolument pas changé de toute la séance. Vraiment très stable cette séance. Peut-être des volumes assez significatifs aujourd'hui ? Même pas. Même pas, non. Ouais. On a des autour de 2 milliards, donc on va faire une journée à 2,5 milliards. Donc pas d'enthousiasme, mais c'est normal. On a quand même un calendrier un peu chargé cette semaine. On a notamment le PIB chinois demain, on aura la BCE, donc et toutes ces publications de résultats à venir. Donc voilà, le marché ne veut pas forcément casser cette résistance qui nous retient depuis maintenant quelques mois, je dirais, et depuis quelques semaines, c'est-à-dire la résistance des 4520 à peu près. Et on tourne autour avec, c'est vrai, des variations relativement importantes, mais quelque part on tourne un peu sur nous-mêmes avec des rotations sectorielles très très fortes. On le voit, Danone a été vendu sur la publication. Technip, une des valeurs les plus vendues à découvert d'ailleurs du marché, est en forte baisse aujourd'hui. Et concernant les hausses, Capgemini, pour un facteur purement technique d'une obligation rappelée par l'émetteur. Parfait, merci beaucoup Frédéric. Vous restez avec nous pour la clôture définitive dans moins de 3 minutes ou dans 3 minutes maintenant sur BFM Business. Sabrina Quagliozzi en direct de New York pour nous dire ce qui se passe là-bas. C'est un petit peu la même chose que tout à l'heure. Pas mal d'annonces, bien entendu. On est en pleine séance, on est en pleine saison des résultats. Mais finalement, les indices ne bougent pas trop, plus 0,5% sur le Dow Jones. Oui, c'est clair. Si on regarde l'évolution de l'indice Dow Jones depuis l'ouverture, ça ne bouge effectivement pas trop. On reste sur un range très serré. Progression de 0,5% sur l'indice Dow Jones. Pour le moment, on est à 18 171 points. Le S&P 500 grimpe de 0,7%. Quant au Nasdaq, c'est une hausse un petit peu plus marquée de 1%. Avec une statistique, l'indice des prix à la consommation, une hausse de 0,3% sur le mois de septembre, conforme aux attentes. L'indice de base qui est regardé par la Réserve fédérale américaine, de son côté, prend 0,1%. C'est en ralentissement par rapport au mois précédent. Surtout les résultats sur le devant de la scène avec le compartiment bancaire, avec des chiffres encore solides. C'est ce que l'on observe déjà depuis le début de la publication des résultats dans le secteur. Goldman Sachs n'échappe pas à la règle avec des chiffres supérieurs aux attentes, des résultats en forte hausse portés par les activités de trading. Le titre prend pratiquement 2%. Vous avez dans la santé United Health qui prend 7%. Après là aussi des chiffres supérieurs aux attentes avec des prévisions qui sont rehaussées. Et puis Netflix qui s'envole de pratiquement 20% suite à la publication de ses résultats trimestriels. C'était hier soir après la clôture. Ce que les opérateurs retiennent notamment, c'est le nombre de nouveaux abonnés avec des chiffres qui sont largement au-dessus des attentes. Le titre à 118,97 $ avec plusieurs bureaux d'études qui ont révisé à la hausse leur recours sur la valeur et leur objectif de cours. Et puis ce soir, ce sera au tour de Yahoo, mais également d'Intel, de publier les chiffres de leur trimestre écoulé. En attendant, les deux titres sont en
en hausse de plus de 1%. Voilà donc Vincent, le Dow Jones en hausse de 0,5%. Merci beaucoup Sabrina. Sabrina Quagliozzi en direct de New York. On vous retrouve dans une petite vingtaine de minutes pour un nouveau point. On approche de la clôture définitive à la Bourse de Paris. Nous sommes toujours avec Nuno Teixeira de Natixis AM et Xavier Patrolin d'Albatros Capital au sein de ce club de la Bourse. Le thème des bancaires, là, Goldman Sachs, très bon résultat, l'anticipation d'une hausse des taux, tout ça, ça fait que le secteur bancaire redevient attractif en Europe, notamment à Paris. Nono ? Encore de la prudence quand même. Encore de la prudence. On est encore un peu prudent, oui, parce que il faut voir que on a encore un certain nombre de nuages sur le secteur bancaire et ils sont loin d'être dissipés. C'est quoi? C'est Deutsche Bank, c'est les banques italiennes. Bank, les banques italiennes et le problème c'est que la recapitalisation ne résout pas tout, notamment en Italie. Elle commence à se rapprocher les banques italiennes. Enfin, elle commence. Il y en a eu une récemment, il y a eu un rapprochement récemment. Là. Oui, mais on s'inquiète de la situation des banques italiennes en se disant, une fois qu'on aura résolu les banques italiennes, finalement, ça ira mieux. Et en réalité, c'est un peu comme au Japon, il y a déjà quelques dizaines d'années, on pensait en recapitalisant les banques que l'économie irait mieux. Et en fait, c'est un symptôme. La situation des banques est plus un symptôme de la maladie de l'économie italienne qui finalement ne progresse pas depuis la fin des années 90. C'est le thermomètre. Exactement, c'est le thermomètre. Et donc, voilà, on n'est pas sorti de l'auberge. En Allemagne, c'est la même chose, avec en plus une banque qui a quand même fait des développements aux États-Unis un peu à contre-courant. Donc, on va avoir du mal à résoudre cette situation. La repentification du marché obligataire devrait aider quand même un petit peu. Je vous interromps, Nuno, parce que c'est l'heure de la clôture définitive à la Bourse de Paris. Plus 1,32% pour le CAC 40, 4508. Le palmarès des plus fortes hausses, toujours le même depuis le début de la séance, ça n'a pas beaucoup changé. Capgemini sur les facteurs techniques, nous disait tout à l'heure Frédéric Rosier, il va de nouveau nous expliquer, parce qu'il faut bien nous expliquer ce qui se passe sur Capgemini, plus 3,79%, Lafarge Holcim, plus 3,62% et Société Générale, plus 3,16%. Le trio n'a absolument pas changé de toute l'après-midi. Les plus fortes baisses, Technip, moins 0,77%, Danone, moins 0,19% et Valeo, moins 0,1%. Un petit peu de pression sur le baril de pétrole aujourd'hui, même si vraiment ce sont des très fortes baisses. Le Brent perd 0,3% à $31,38. Frédéric, on peut peut-être réexpliquer ce qui se passe sur Capgemini, qui a beaucoup souffert ces derniers jours et qui se reprend très fort aujourd'hui. Alors, on va essayer d'être simple, mais c'est un dossier effectivement compliqué. On a une baisse significative du cours de l'action depuis début du mois d'octobre. Alors, pourquoi cette baisse? Deux facteurs. Le premier facteur qu'on a vu, c'était Infosys, son concurrent indien, qui a eu des chiffres assez médiocres. Deuxième facteur technique, c'est le remboursement de ce qu'on appelle une ORNANE. Une ORNANE, c'est une obligation remboursable en actions. Et bien en tête, les hedge funds, les arbitragistes ont acheté cette ORNANE, ont récupéré cette obligation pour faire ce qu'on appelle du portage, c'est aller jusqu'à remboursement pour encaisser les intérêts. Afin de ne pas être exposés à ce titre, ils se sont mis à vendre massivement à découvert l'action. Or, lorsqu'on a eu les modalités totales du remboursement, on s'est aperçu que ce remboursement d'ORNANE n'était pas à 100%, mais avec un pourcentage inférieur d'entour de 80% de mémoire. Donc, ce qui se passe, c'est que tout simplement, ceux qui ont vendu à découvert le titre ont trop vendu à découvert et sont dans l'obligation aujourd'hui de se racheter. Donc, c'est un facteur technique de soutien au titre. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'était bizarre, le titre continuait à baisser alors que beaucoup d'analystes l'avaient relevé avec un objectif de cours entre 100 et 110 euros. Et malgré tout, le titre continuait à s'enfoncer. Donc, c'est un facteur technique. Aujourd'hui, on est en train de normaliser un peu la situation. Tous les vendeurs à découvert qui avaient trop vendu à découvert sont en train de se racheter. Et d'ailleurs, on a des volumes qui sont 2 à 3 fois supérieurs à la norme. Donc voilà, ne pas s'inquiéter, c'est un mouvement qui s'explique de manière purement technique. Un peu un cas particulier aujourd'hui, Capgemini. Oui. En revanche, pour le secteur des bancaires, la hausse se poursuit. SocGen, plus 3,16. On a BNP Paribas qui est pas très loin, plus 1,68. Côté américain, on voit bon résultat de Goldman Sachs, tout ça s'inscrit un petit peu dans la même tendance.
Oui, IBM un peu moins. Donc on a eu toute une batterie de résultats qui étaient mi-figue mi-raisin quand même au début de cette saison de résultats. On a vu que le secteur bancaire, alors certes en relatif par rapport à l'année dernière, c'était pas forcément faramineux, mais il y a eu tellement de dégradation de la part des analystes, d'anticipation quelque part, que le marché puisse se satisfait de cette qualité de résultats, une forme de soulagement. Là, on va vraiment regarder de près maintenant les résultats européens. On sait qu'il y a beaucoup d'attentes là-dessus. C'est là où on pourrait avoir des satisfactions, quoique, on l'a vu, si LVMH était plutôt satisfaisant, on a vu par exemple dans le secteur automobile du Faurecia, du Continental en Allemagne qui n'était pas forcément reluisant. Donc je pense qu'on risque d'avoir une grosse dispersion en termes de qualité de résultats, ce qui pourrait provoquer une volatilité traditionnel, je dirais, au mois d'octobre. On le sait, c'est un marché propice à de fortes fluctuations et la qualité des résultats assez divergente et derrière les élections américaines, et vont ajouter de la BCE, du PIB chinois. Donc voilà, le marché n'est pas linéaire, risque de pas être linéaire jusqu'à la fin du mois. Plus forte baisse technique, bon, c'est pas une baisse énorme, moins 0,77%, ça ne remet pas en cause pour autant le potentiel, on va dire, retrouvé avec le rebond des cours du pétrole, des parapétrolières. Tout le secteur des pétrolières. Vallourec est à -3. On a CGG aussi qui se contracte, Technip qui se contracte. Alors Technip est aussi une des valeurs fortement shortées, vendues à découvert. Je crois que c'est la troisième ou la deuxième valeur la plus vendue à découvert sur le marché. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on arrive sur des seuils aussi techniques importants sur le baril à $52. On a vu sur le Brent, on a vu ça rebaisser, notamment sur des indications de production assez fortes de la part de l'Iran. Beaucoup sont en train d'anticiper quand même un retour sur les niveaux de $45-46 sur le Brent. C'est notamment avec une déception à la fois sur la croissance chinoise, mais également sur la difficulté de l'OPEP de se mettre d'accord. Justement, les parapétrolières, Xavier Patrolin, vous êtes favorable de nouveau à ces valeurs. Vous vous dites qu'il y a, en tout cas, on a passé le pire, donc voilà. C'est la leçon de l'histoire que je retiens sur l'accord, quand bien même il serait précaire entre l'OPEP et le NOPEP, c'est que ces gens-là se sont mis à discuter, et que notamment les diplomates algériens ont quand même réussi à faire se parler les représentants d'Arabie Saoudite et les représentants iraniens, ce qui n'était pas une masse à faire. Et donc, et les Russes dans l'histoire, ils sont aussi pour une baisse de la production, peut-être pas la leur, mais les Russes sont peut-être prêts à faire des efforts. Non, on pourrait. Les Russes, ont un relatif petit acteur, en tout cas du point de vue économique, mais qui a justement besoin, dans sa phase d'expansion militaire, qui a besoin de sécuriser son cash flow budgétaire, si j'ose dire. Donc il a des intérêts objectifs à améliorer les choses. Et moi, c'est ce que je retiens. Donc peut-être que le baril va effectivement revenir dans les prochaines semaines sur des niveaux inférieurs, proches de 45, peu importe. Mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a quand même les prémices d'une phase de consolidation entre les non-OPEP et l'OPEP. Et que ça veut quand même dire sur le moyen terme que le cours du baril a peu de chances de retourner sur ses points bas du début d'année. Les $25 du mois de février. Voilà, et donc la combinaison des phénomènes d'attrition, d'épuisement, des sous-investissements, notamment des grandes majors pétrolières, au-delà des gaz de schiste, doit quand même améliorer l'activité économique du secteur parapétrolier dans les prochaines années. Donc, quand on prend pas de gros risques sur CGG maintenant au cours de où c'est maintenant sur Vallourec. Il y a quand même un risque bilanciel. Si le risque bilanciel de domaine technique, du point de vue bilanciel, est quand même plus attractive, si j'ose dire, qu'un CGG ou un Vallourec. Qui vont avoir besoin d'être capitalisés encore. Oui, qui pourraient connaître des difficultés de financement. Par contre, le potentiel est nettement plus élevé sur Vallourec ou sur CGG sur le moyen terme. Nono Texera chez Natixis AM. Alors autant vous êtes prudent sur les banques, il est peut-être encore trop tôt sur les pétrolières au sens large. Vous revenez, vous êtes déjà revenu. Sur le pétrole, je partage assez l'analyse de Xavier, c'est-à-dire qu'on est probablement maintenant remonter sur un range entre 45 et un peu plus de 50, peut-être $55, ce qui finalement satisfait. Donc on tournera autour de $50 dans les mois qui viennent. Oui, voilà, je pense que c'est un niveau qui semble satisfaire beaucoup d'intervenants. Pour autant, on n'est pas revenu sur les valeurs parapétrolières. Ah oui.
encore. Mais disons qu'on préfère d'autres thèmes en particulier. Alors par exemple, allez-y. C'est vrai qu'on préfère le thème de la construction, parce qu'on joue quand même un retour à des projets d'infrastructure. On en parle aussi bien aux États-Unis que en Europe, pour finalement prendre un peu le relais des politiques monétaires et stimuler un petit peu les économies. On reste quand même dans un environnement de taux d'intérêt assez bas qui est favorable aux valeurs liées à la construction, et donc c'est plutôt ce type de secteur qu'on privilégie aujourd'hui. Frédéric Rosier, un avis sur le secteur de la construction qui ne s'est pas spécialement... Bah si, Lafarge-Holcim, on peut distinguer aujourd'hui. Mais je vois qu'on a une petite préférence pour Bouygues aujourd'hui. Oui, tout à fait. Le titre avait souffert quand même de l'affaire Bouygues Télécom, de la non-vente de Bouygues Télécom, et on s'aperçoit un peu en valorisation d'actifs aujourd'hui, quelque part, que Bouygues Télécom n'est plus tellement valorisé dans la valeur de Bouygues. Donc il y a un rattrapage à faire aujourd'hui. Bon, le plus facile, c'est jouer des grands acteurs comme Eiffage ou Vinci, sur lesquels on a une bonne visibilité, mais en termes de recovery, aujourd'hui, on a tendance à privilégier Bouygues. Bouygues, mais pour des raisons liées à sa branche. Tout à fait, une sous-valorisation, une amélioration quand même sur la construction. Le carnet de commandes c'est légèrement amélioré, pas de manière fondamentale, mais c'est légèrement amélioré. Et on s'aperçoit que sur la partie télécom, on a une bonne collecte de nouveaux abonnés. La fibre notamment collecte beaucoup sur les nouvelles offres. Et finalement, on s'est aperçu que sur le regroupement du secteur télécom en France, finalement, c'était pas totalement fini. On se rappelle notamment des déclarations d'Orange à ce sujet. Xavier Poitrolin, en quelques mots, vous en avez des valeurs de la construction, du BTP en portefeuille? Ouais, un tout petit peu, mais des matériaux de construction ou... Oui, je serais plus matériaux de construction que BTP. Que BTP à proprement parler. Malgré tout, je reste un tout petit peu prudent sur les capacités de relance budgétaire. Notamment d'investissement, de substitution au fond à la politique monétaire, la politique budgétaire. Moi, j'attends de voir. J'attends de voir. Notamment, parce que pour moi, il y a un contre-exemple, si on peut appeler ça un contre-exemple. Il y a le contre-exemple allemand. En Allemagne, et c'est un débat important en Allemagne. Ça fait de nombreuses années, j'exagère, de nombreux semestres que les observateurs et que des observateurs allemands décrivent une dégradation structurelle de toute une série d'ouvrages d'art, d'infrastructures. Moi, ma petite sœur a habité à Cologne il y a une quinzaine d'années, et il y a notamment un pont qui enjambe le Rhin à Cologne. Ils ont quand même réussi, quand ils ont fait des tests sur les piliers du pont, ils ont découvert des fentes. La solution a consisté à diminuer le trafic sur ce pont de moitié. Ah, mais il y a beaucoup de pays occidentaux où les infrastructures sont un piètre état. Voilà. Il n'y a pas que le cas. Même en France, ouais. Oui, en France. Bon, au Japon aussi, d'ailleurs. Il y a des tunnels qui s'effondrent. Oui, c'est valable peut-être pour. Ouais. Ah oui, d'accord, la SNCF. Mais alors là, quand on commence à prendre les enveloppes, les encours, et surtout la réalisation. Parce que c'est une chose de décréter budgétairement dans tout ce qui est infrastructure, il y a un temps de latence. La mise en œuvre, oui. La mise en œuvre, c'est globalement, ça chiffre en années. D'accord. Donc il faut pas aller trop vite en besogne. Parfait. Merci Xavier Nouno. Vous restez avec nous pour la suite et la fin donc de ce club de la bourse. Et on remercie Frédéric Rosier d'avoir été en direct avec nous pendant toute cette émission. Conseiller en investissement chez Mescart Gestion Privée, BFM Business, 17h46. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Ce soir sur BFM Business, un documentaire exclusif.